Alors on va modifier un tout petit peu l'organisation et comme il a été souligné à la fois par Charlotte et par Béatrice, il y a des liens, en fait l'inceste a des conséquences sociales, psychologiques mais aussi biologiques et du coup on va enchaîner en abordant ce dernier item. Donc c'est Sandra Hernandez qui va vous présenter quelques éléments de neurobiologie de l'inceste. Elle fait partie de l'association, c'est la secrétaire de l'association, mais surtout elle est docteure en physiologie et enseignante. Et donc elle va essayer d'introduire quelques éléments de discussion sur cette dimension biologique. Et après on pourra discuter de l'ensemble des éléments présentés dans cette deuxième partie. Merci Laurence. En fait, l'idée d'enchaîner là tout de suite avec mon petit propos, c'est que Charlotte a tendu la perche et du coup je me suis dit autant donner tous les arguments maintenant pour ouvrir clairement une discussion qu'on a démarrée là et du coup bon, moi je ne suis pas psychiatre donc je vais vraiment essayer de me concentrer sur les éléments scientifiques, les arguments neurobiologiques qui vont essayer d'expliquer d'une manière ou d'une autre, à quelque degré qu'on soit, du conscient, de l'inconscient, mais en tout cas, voilà, les éléments biologiques, pour reprendre ton terme, Charlotte, parce que je pense qu'ils sont importants. Donc on va voir quelques éléments de la clinique et puis je vais reprendre avec vous voilà, quelques éléments du mécanisme d'intégration de nos informations, de notre environnement au niveau central, au niveau du cerveau. Et puis on va parler de réponse physiologique au stress. Parce que je pense que c'est important de bien comprendre physiologiquement comment le corps réagit à un stress. Donc on va voir qu'il y en a différentes sortes. Et bien évidemment, je terminerai par vous donner quelques éléments neurobiologiques sur ces stress dépassés, ces stress insoutenables, ces stress inimaginables, ces choses qui dépassent l'entendement. Alors, sur le plan clinique, c'est extrêmement complexe. Quand on regarde la littérature scientifique et médicale et qu'on s'intéresse un petit peu à la biologie traumatique, on se rend compte que, alors là, je vous ai mis la référence du manuel diagnostique et statistique qui est un manuel de référence, le DSM, dont la dernière version est la 5e, qui est mis en place par une association américaine de psychiatres et qui essaye, d'un point de vue comportemental, de classer, de répertorier les conséquences sur le plan comportemental ce qu'on appelle les troubles de stress post-traumatique. Ce qui est intéressant, c'est que ce DSM-5 a 2 ans pour la dernière version, je crois, 1 ou 2 ans, et que apparaît pour la première fois, de façon individuelle, ces conséquences du trouble de stress post-traumatique chez l'enfant. Il existe aujourd'hui dans ce manuel une partie dédiée à l'enfant, et on est c'était 2014-2015, assez tardif. Et pour ce qui concerne les troubles de stress post-traumatique, on va parler de 4 grands critères pour rentrer dans cette catégorie des troubles de stress post-traumatique. Et finalement, ça va reprendre quelques éléments dont vous avez parlé, à savoir le premier critère qui est le syndrome d'intrusion, avec les reviviscences. Alors qu'est-ce que c'est? Les syndromes d'intrusion, c'est une façon intrusive d'avoir des pensées présentes, redondantes, en éveil ou dans le sommeil à travers les cauchemars. Donc, on en a parlé pour Blanche, mais c'est le cas pour la très grande majorité des victimes, des cauchemars qui reproduisent dans les vraies circonstances ou dans d'autres circonstances, mais qui sont très vifs, et pour arriver aux reviviscences qui sont vraiment à l'état d'éveil, des moments où la mémoire traumatique va rejaillir, où on va revivre le traumatisme, alors même qu'on n'est plus en situation de danger. Une victime, je donne un exemple, va se retrouver à traverser pour la première fois depuis très longtemps sa ville dans laquelle elle a grandi, dans laquelle elle a subi ses traumas. Et puis, un détail, quelque chose,
qui va déclencher chez cette personne une remontée du traumatisme en termes émotionnels. Et elle va, indépendamment du non-danger, revivre émotionnellement ce traumatisme. Ça, c'est ce qu'on appelle les reviviscences. L'évitement est un processus très conscient ou contrôlé inconsciemment d'évitement, c'est-à-dire que la personne va se mettre à éviter systématiquement tout stimulus qui pourrait raviver cette mémoire émotionnelle. La mémoire émotionnelle, j'en parle maintenant, on va en reparler, elle est très importante. Donc l'évitement, c'est ça. Une conversation sur l'inceste, je sors de la pièce. C'est un colloque aujourd'hui sur l'inceste et puis trop de danger, j'irai au prochain. L'évitement, c'est ça. C'est on va éviter toute situation qui va restimuler cette mémoire émotionnelle. L'altération de la cognition et de l'humeur, et là je vais faire un lien alors, qui est très personnel, mais c'est comme ça que je l'ai lu en tout cas, et je vais faire le lien du coup avec les troubles de stress post-traumatique qu'on appelle plus complexes, ou les desmos, où vous remarquez ici alors, les répétitions littérales sur le comportement dont vous avez parlé, cette répétition d'un traumatisme, alors à travers des relations non voulues, c'est beaucoup le cas chez les victimes d'inceste, où finalement on se retrouve à avoir des relations sexuelles avec 1, 2, 3, 10, 15, des partenaires. On se retrouve en plein milieu de cette relation, on ne sait pas, les victimes ne savent pas pourquoi elles sont là, et pour autant elles ont ces relations. C'est le paradoxe dont vous avez parlé, et c'est ce qui fait ce qu'on appelle les troubles dissociatifs, c'est-à-dire ces troubles paradoxaux où finalement la personne va s'automutiler, la personne va avoir des comportements dissociés de ce qu'elle est réellement. Et c'est comme ça que ces événements sont vécus par les victimes. Alors, ces altérations de la cognition par là, de mémoire, de l'humeur, on rejoint le comportement. Donc, dans les cas les plus graves, on va parler des desmos et on va avoir toutes ces répétitions et ces troubles dissociatifs. Donc, ça peut être des addictions aux drogues, ça peut être de la prostitution, ça peut être 1000 façons. Et vous comprenez bien là qu'on aborde des sujets tellement complexes que, voilà, c'est un panel clinique très compliqué. Et je vais finir par complexe que, voilà, c'est un panel de confiance en soi et en toute forme d'aide possible. Et je vais insister sur celui-là parce qu'il me semble que dans toute la littérature scientifique et médicale, dans toutes les revues cliniques sur ce sujet, alors vous avez l'impression là quand j'en parle qu'il y en a des tas. En fait, non. En fait, il n'y en a pas tant que ça. Des études claires, cliniques sur des cohortes de personnes qui ont subi ces incestes. Il y a l'Association internationale des victimes d'inceste qui a réussi à travailler sur une cohorte de 346 personnes qui ont subi l'inceste et sur lesquelles les psychiatres ont réussi à détailler notamment tout ce que je viens de vous énoncer là. Et une des choses les plus flagrantes, en tout cas dans cette étude, c'est le manque de confiance en soi et en toute forme d'aide possible, c'est-à-dire la capacité qui se développe chez ces personnes à être absolument convaincues qu'elles ne sont soit rien, en fait. Et cette impossibilité d'accepter qu'on les aide, parce que finalement, après tout, pourquoi elles ne sont rien? On va les aider, pourquoi? Et ça, c'est vraiment un obstacle qui est dans pas mal de récits cliniques, je trouve, en tout cas que j'ai lu, où il faut voilà, prendre le temps. Vous en avez parlé, je pense que c'est important, de voir à quelle étape la personne est dans ce processus. Alors, on va rentrer un petit peu dans ce processus. On va parler un petit peu de neuro. Nous sommes tous ici des mammifères,
Et de notre naissance à l'âge adulte, notre cerveau s'adapte en permanence. Il se développe en permanence. Chaque stimulus, chaque information, qu'elle soit au niveau de l'ouïe, de l'odorat, du toucher, chaque repas, chaque vision est intégrée dans des zones très spécifiques de notre cerveau. Notre cerveau est organisé sur le plan de sa structure et de sa fonction. Je vous donne un exemple. Toutes les informations qui viennent de nos yeux, nos informations visuelles, vont être traitées à l'arrière du cerveau, dans cette aire visuelle primaire qu'on appelle le cortex occipital. Ce cortex occipital, donc c'est cet ensemble de neurones qui traitent les informations visuelles, va faire des connexions avec des structures dans le cerveau plus en profondeur, et qui sont les 3 régions dont je voudrais vous parler aujourd'hui. La première de ces régions, c'est l'amygdale. C'est l'amygdale, qui est une structure très profonde de notre cerveau, qui va traiter toutes les informations à caractère émotionnel. C'est bien sûr cette structure qui est en charge de notre réponse au stress. On y reviendra. La deuxième de cette région dont je voudrais vous parler et qui a son importance, c'est l'hippocampe. L'hippocampe est aussi une région structure et elle a des accointances, je dirais, neurologiques particulières avec l'amygdale. Ces 2 structures sont en permanence en communication l'une et l'autre, puisque l'hippocampe est chargé de la mémoire épisodique, c'est-à-dire du stockage, de l'encodage des informations nécessaires à l'intégration des souvenirs. Là, je marque une pause et je voudrais insister sur cette notion de souvenir. Un souvenir, naturellement, quand il est dans cet hippocampe, c'est un souvenir qui a été traité, qui a été analysé, qui a été contextualisé, qu'on a rangé. Dans cet hippocampe, c'est un souvenir qui a été traité, qui a été analysé, qui a été contextualisé, qu'on a rangé finalement. On a réussi à le ranger à la bonne place. Il est dans la place des souvenirs. Ce que l'amygdale ici traite dans les informations émotionnelles peut être aussi de la mémoire, mais elle n'est pas rangée. Elle est encore dans le stockage du traitement émotionnel, c'est-à-dire on ne sait pas quoi en faire de cette mémoire, de ce souvenir qui est coincé ici dans l'amygdale. On ne l'a pas encore contextualisé, on ne l'a pas encore rangé. Une fois qu'on a traité cette émotion, ces événements émotionnels, on les range dans l'amygdale et on en fait un souvenir. Et puis, il y a 2 structures du cortex préfrontal. Alors, je vous passe les mots barbares des scientifiques, ici le cortex singulaire, antérieur, peu importe leur nom, ce cortex préfrontal régule amygdale et hippocampe. C'est un petit peu le maître d'orchestre. C'est un peu celui qui va dire, par exemple, quand on a peur des vipères et que notre amygdale s'active parce qu'on est dans les bois et qu'il y a une vipère qui surgit, c'est un peu lui qui va contrôler l'amygdale pour lui dire ça va, t'emballe pas, elle est à 25 mètres, ta vipère, elle va pas te sauter dessus sur 25 mètres. D'accord? Donc ça, c'est notre cortex qui fait ça. C'est lui qui fait le lien entre notre hippocampe, qui se souvient que quand on était petit, on s'est fait mordre par la vipère, et qui gère à la fois l'amygdale en l'inhibant et en disant en même temps, elle est à 30 mètres, donc on se détend, on va gérer. Ça, c'est notre cortex. Alors, la réponse au stress, elle est en 3 phases. Donc, je vais essayer de prendre 3 exemples. Et bien évidemment, j'essaierai d'illustrer le 3e exemple en reprenant l'inceste. Dans le premier exemple, on est dans une phase d'alarme, un stress aigu. C'est un premier temps de stress. Je vais reprendre mon exemple de la vipère. D'accord ? Vous avez ici l'amygdale. L'amygdale va déclencher en cascade, sur le plan physiologique, une libération de 2 hormones, c'est-à-dire
deux molécules qu'on va libérer dans le sang et qui vont aller agir sur un tas d'organes cibles. Je dirais deux mots de ces organes cibles dans la deuxième phase, mais cette augmentation de cortisol et d'adrénaline dans notre organisme va conditionner c'est notre réponse au stress. Cette réponse au stress, elle est hormonale et puis elle est nerveuse, c'est-à-dire qu'on va avoir une libération, là encore une fois, peu importe leur nom, par deux structures particulières dans le pont cérébral, le locus ceruleus et la formation réticulée, vous l'avez ici en vert, une libération de noradrénaline qui est un neurotransmetteur. Donc on a deux réponses parallèles, hormonales et nerveuses, à un stress. Ces deux réponses vont conduire à ce que on attaque la vipère ou on part en courant. C'est une réponse à un stress ponctuel. On a vu la vipère, soit il y en a qui vont essayer de taper dessus parce qu'ils vont combattre le danger, soit il y en a qui vont partir en courant parce que la vipère, c'est pas un danger qu'on affronte. Ça, c'est notre première réponse au stress. Deuxième réponse au stress, c'est ce qu'on appelle la phase de résistance. Cette phase de résistance, c'est un stress chronique ou un stress dont l'intensité augmente même en une seule fois. C'est une quantité de cortisol et d'adrénaline qui augmente et qui va conduire à une réponse centrale qui va conditionner tout un tas de réactions dans notre organisme, c'est-à-dire l'utilisation de notre énergie, une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de la vigilance, et finalement, je vais prendre un peu pour illustrer cet état de stress, la mère qui arrive à soulever la voiture pour libérer son bébé. Une espèce d'état de force comme ça, où on arrive finalement à faire des choses qu'on n'est pas capable de faire d'habitude, sous la réponse au stress. Et puis le dernier cas, c'est le stress répété, ou un stress excessif. Ça, c'est ce qu'on appelle le stress dépassé. C'est l'impensable. C'est l'inceste. C'est le moment, c'est le viol. C'est l'intrusion à l'intérieur du corps, cette intrusion totalement inabordable sur le plan de la raison et qui peut conduire physiologiquement à la mort par arrêt cardiaque. À ce moment-là, le cerveau n'a pas d'autre choix que de couper l'amygdale et d'arrêter le corps, les réponses au stress. La physiologie du stress doit s'arrêter parce que sinon, on meurt. Mais on meurt pour de vrai. Ça, c'est l'état de sidération. Cet état de sidération, c'est ce qui fait qu'une victime, quand elle est violée, elle peut ne pas se défendre. Elle peut se laisser faire. Elle peut avoir les regards dans le vide et se dire « il faut survivre à ça ». Et je crois même pas qu'elle se le dise. Le cerveau arrête tout pour éviter la mort. À long terme, l'arrêt de ce processus, je vous disais, cette réponse au stress, elle s'arrête par une libération très importante de ce qu'on appelle les endorphines et les kétamines-like. Ces deux substances sont des neurotransmetteurs inhibiteurs qui vont finalement aboutir à ce que on isole l'amygdale de l'hippocampe et du cortex préfrontal. Et ce qui a été montré dans les études, et c'est ça que je voudrais soumettre à ce débat et qui me semble, moi, important comme élément à avoir, c'est que ce soit des petites cohortes, enfin dans toutes les études qui ont été faites, et là je voudrais remercier l'équipe à Rouen, qui est le CHU de pédopsychiatrie, qui travaille beaucoup sur les mécanismes neurobiologiques, notamment en imagerie cérébrale sur les traumas chez l'enfant. Donc ça, c'est le bilan de résultats qui ont été obtenus en comparant des adolescents qui ont subi des incestes versus des adolescents qui n'ont pas subi d'inceste. C'était agression sexuelle dans l'enfance. Je retire inceste. Agression sexuelle dans l'enfance. Et donc, c'est le bilan de l'ensemble de ces études et qui montre que finalement,
on a ce cortex préfrontal qui est notre chef d'orchestre et qui a un volume réduit dans lequel on enregistre une hypoactivation, c'est-à-dire des neurones moins réactifs, moins enclins à contrôler l'amygdale. Une amygdale hyperactivée, c'est-à-dire une mémoire émotionnelle hyperactivée, qui est une des hypothèses pour lesquelles, qui pourrait expliquer les reviviscences, les flashbacks, toutes ces choses qui sont contrôlées par l'émotion. Je vous entendais dire tout à l'heure, on ne s'appartient plus. Non, c'est l'amygdale qui réagit, c'est l'amygdale qui contrôle. C'est l'émotion qui est à l'initiative de ces comportements-là. Et puis notre hippocampe qui est réduit chez ces personnes-là et qui finalement empêche le traitement de ce qui se passe dans la mémoire émotionnelle et qui empêche qu'on range correctement les événements traumatiques. Et finalement, on peut faire des liens sur ce qu'on comprend aujourd'hui de cette neurobiologie et puis ce qu'on voit chez les personnes qui ont subi ce genre de traumatisme, c'est-à-dire une incapacité, parfois chez certaines, à se remémorer un détail particulièrement important du traumatisme. Cette petite nuance qu'on fait depuis ce matin entre agression sexuelle, atteinte sexuelle et puis viol. Il y a eu pénétration, il n'y a pas eu pénétration. Certaines personnes sont incapables de se souvenir même comment caractériser cette agression-là. C'est très important de l'avoir en tête parce que l'hippocampe n'a pas enregistré l'information. À l'inverse, on peut retrouver ce qu'on appelle des hypermnésies, c'est-à-dire la victime va se focaliser sur l'ouverture d'un volet, une luminosité, une ficelle qui a traîné, une bougie allumée, des détails de la scène traumatique, et va focaliser sur ces détails pour les mêmes raisons. Et finalement, quand on regarde un petit peu ce qu'on comprend aujourd'hui de la neurobiologie, on retrouve, et pour certains psychiatres, et notamment, je vous ai donné ici deux références, Gérard Lopez, qui est psychiatre et président de l'Institut de victimologie, et Muriel Salmona, psychiatre et fondatrice de l'association Mémoire traumatique et victimologie, qui ont fait un gros boulot cliniquement sur les personnes qui ont vécu ce genre de trauma, et on comprend mieux à la fois le trouble dissociatif. Ah oui, juste pour finir, parce que j'avais dit un mot de ce manque de confiance en soi, il semble que les neurobiologistes, alors on n'en est pas encore là, mais finalement il y a des zones du cerveau associées à la reconstruction d'une image de soi, et toute procédure judiciaire, tout travail thérapeutique, et j'insiste sur le transversal comme l'a fait Béatrice, c'est finalement une reconstruction de ces connexions nerveuses. On réapprend au cortex préfrontal et à l'hippocampe, chacun à reprendre leur place et à réguler cette amygdale émotionnelle trop intense. On range le traumatisme et on redonne au chef d'orchestre ses pouvoirs de régulation. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour ce matin.